Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. La Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous accueillir ce soir pour le lancement d'une nouvelle collection des éditions Flammarion, Terra Incognita. Nous allons accueillir les 2 directeurs des collections et puis ensuite les 3 autrices. Frédéric Roussel de Libération nous fait l'amitié d'animer cette rencontre. Je l'en remercie chaleureusement et je lui laisse tout de suite la parole. Très bonne soirée à vous. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette rencontre autour de la collection Terra Incognita qui vient d'être lancée aux éditions Flammarion. C'est toujours réjouissant de voir une collection se lancer, d'autant plus que celle-ci vise à faire émerger de nouveaux récits dans une période bouleversée. Sur le plateau, nous allons échanger avec Frédéric Aitwati et Arnaud Esqueré, qui sont les 2 directeurs et qui vont nous expliquer un peu quelle est la ligne éditoriale de cette collection, sur quel terrain elle va aller. Donc, je vais d'abord les présenter. Frédéric Aitwati est spécialiste de littérature comparée et historienne des sciences. Elle est aussi metteuse en scène et elle a travaillé avec Bruno Latour. Arnaud Esqueré est sociologue et directeur de recherche au CNRS. Il travaille sur les mutations du capitalisme et sur des sujets moins communs comme l'astrologie, les sectes ou les représentations des vampires. Donc cette collection Terra Incognita aux éditions Flammarion a été lancée en septembre avec un premier texte de Lissi Tayeb qui a suivi un 2e texte de Raphaël Guidé, que va suivre un 3e texte en janvier de Jeanne Ettelin. Elles seront tout à l'heure sur scène après la présentation de la collection. La première question que je voudrais poser donc, à Frédéric Aitwati et Arnaud Esqueré, c'est quelle est la ligne de cette collection? C'est une collection de sciences humaines? C'est une collection qui n'est pas disciplinaire, c'est-à-dire il y a beaucoup de collections qui sont spécialisées en sociologie, en histoire, en psychologie par exemple. Et ce que Frédéric et moi avons cherché à faire, c'est une collection qui soit ouverte y compris en termes de forme, c'est-à-dire dans laquelle on puisse accueillir à la fois des récits et des essais, et des textes qui mélangent les récits et l'essai, et qui engagent des enquêtes. Je crois que davantage que la question de sciences humaines et sociales, c'est le terme d'enquête sur le monde, sur des territoires inconnus qui nous animent et qui parcourt les livres des autrices, des auteurs peut-être qui viendront ensuite, mais il se trouve qu'on a d'abord des autrices présentes avec nous ce soir. Est-ce que c'est une collection que vous aviez en projet ou est-ce que c'est Flammarion qui vous a proposé de créer cette collection? Vous vous êtes rencontrés? Nous, on se connaît depuis longtemps, mais la proposition, il faut le dire, est venue de Flammarion. Et elle est venue même directement à Arnaud, donc c'est une invitation faite par la directrice de Flammarion à Arnaud, qui ensuite m'a fait à son tour cette invitation de le rejoindre pour cette collection. Et je crois que pour nous, c'était l'envie de croiser aussi nos perspectives. C'est-à-dire que j'ai trouvé cette proposition très belle. On s'est très vite mis d'accord sur un titre, sur des enjeux, alors même qu'on ne vient pas du tout des mêmes, on pourrait dire même des mêmes écoles intellectuelles, apparemment, avec cette envie comme disait Arnaud, de dépasser un petit peu la question même des sciences humaines et sociales, et d'ouvrir vers la question de l'écriture et les premiers livres auxquels on tient beaucoup, puisque ce sont un peu des marqueurs de la collection, disent à leur manière chacun à la fois une ligne, comme vous dites, et en même temps la variété des écritures, puisque Lissi Tayeb est connue à la fois comme poète, écrivaine, chercheuse. Raphaël Guidé vient de la littérature comparée, mais
D'aucuns disent que son livre est le livre d'économie le plus important publié ces derniers temps. Jeanne Ettelin vient de la philosophie, mais parle aussi de psychanalyse et de cinéma dans son livre. Donc voilà, c'est chacun de ces livres étant lui-même un hybride, et la collection revendique cette variété des titres qui ont déjà paru et qui vont paraître. J'ajouterais que, en général, on est d'accord, Frédéric et moi, mais tu me corriges si tu n'es pas d'accord. La rencontre, ou la proposition et la rencontre s'est faite de manière, je dirais, naturelle, pas au sens évidemment de nature et culture, mais au sens où je pense que Frédéric et moi occupons chacun à notre manière une position mineure à l'intérieur des disciplines, si on arrive à se raccrocher à une discipline, et qu'au fond, là, c'est l'union des minorités, ou des positions mineures, davantage au sens de Deleuze, et que les livres qu'on accueille sont aussi des livres qui occupent cette position, disons, qui n'est pas une position évidente ailleurs, mais qui chez nous est une évidence. Voilà. Et tu as raison, si on continue à filer un peu pour caractériser la collection, ce qui nous intéresse en commun, il y a aussi un goût pour les objets étranges, les objets d'études étranges. Vous le disiez, hein, Arnaud a écrit sur les vampires, les ovnis. Moi, j'ai un goût prononcé pour les cabinets de curiosité du XVIIe siècle. Voilà, donc il y a quelque chose qu'on a en commun aussi autour de ça. Et puis, Terra Incognita, c'était cette envie de défricher des nouveaux concepts sans préjuger par avance de leur position, justement, dans un champ disciplinaire qui serait le nôtre. On peut dire que Terra Incognita s'oppose à lieu commun. C'est joli, cette alliance de minorités. Terra Incognita, autrement dit, terres inconnues. Donc, est-ce que ce nom de collection donne l'idée qu'elle va explorer des lieux peut-être du coup invisibles, ou peut-être qu'on ne juge pas a priori intéressants? Est-ce que c'est ça aussi? C'est ça aussi, oui. En tout cas, vous avez prononcé le terme de lieu qui nous est cher, je crois, à tous les deux, qui est un terme péréquien, s'il en est. C'est baldien aussi, donc il y a une attention qui est pas... comment dire, qui est assez répandue aujourd'hui, hein, ce tournant spatial des études littéraires, de la science sociale depuis quelques décennies, est une des choses qui nous intéresse. Pourquoi et comment on se raccroche au lieu, à l'espace, comment on décrit cette terre qu'on croit connaître mais qu'en réalité on connaît mal, et comment on s'équipe pour non seulement la décrire mais la redécouvrir. C'est ce aussi de la redécouverte qui nous intéresse beaucoup. Donc Terre inconnue, ça sonne renaissance, ça sonne des grandes découvertes, mais évidemment infléchi par les questions qui sont les nôtres aujourd'hui, qui sont les questions postcoloniales, de la crise écologique. Donc comment charger de toutes ces questions des générations d'avant dont nous héritons, on tente de redécouvrir à nouveau le plus commun. Et il y a un goût, bien sûr, pour des terres à nouveau peut-être mal connues, pas simplement inconnues, mais méconnues aussi. Donc, à nouveau, un goût du modeste, peut-être de l'humble, qu'on va essayer d'aller chercher. Ça peut être des terres qui sont sous nos yeux, mais simplement on ne sait pas les voir. Et c'est aussi la manière de les regarder un peu différente, ou avec un pas de côté, ou alors en croisant comme ça des endroits qui n'étaient pas, ou des concepts d'endroits qui n'étaient pas rapprochés les uns des autres, qui sont mis en valeur, ou qu'on souhaite mettre en valeur par la collection, et que Flammarion, je dois dire, accueille avec générosité, parce que c'est un peu un pari quand même. Terra Incognita est un pari dans l'inconnu. Mais peut-être pour donner un peu de chair à ces terres inconnues, citer tout simplement les deux premiers textes qui sont un exemple parfait. Moi, ce qui me frappe depuis le début, c'est que chacun des textes de la collection
en un sens, fait la collection, évidemment. Hein. Ce n'est pas simplement notre note d'intention d'il y a quelques mois, c'est brusquement d'avoir des vrais livres devant nous qui incarnent et qui tissent déjà une histoire, avec donc le premier livre, celui de Lucie, qui parcourt, qui va en quête de ce village disparu, en train de disparaître, et de ce lieu promis qui s'avère introuvable. Et puis le livre de Raphaël Guidé, qui est tout entier une exploration narrative de Détroit et de tout ce que ce territoire urbain charrie comme histoire, comme mythe. Donc déjà, les deux premiers livres nourrissent chacun à leur manière cette question du lieu, de l'espace, de la redescription de l'espace, de l'enquête, comme tu le disais. Alors justement, vous disiez que ce seraient des textes plutôt hybrides, des enquêtes, mais des textes hybrides. Est-ce que donc ils sont entre le récit, peut-être la fiction aussi, qui frôle la fiction? En tout cas, c'est le cas du texte de Lucie Taïeb. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui, et la création de votre collection semble dire, de nouveaux récits en fait narratifs pour comprendre peut-être autrement le réel? Moi, j'ai envie de vous répondre avec, en exclusivité pour vous ce soir, un extrait du livre non encore paru de Jeanne, si tu me l'autorises, chère Jeanne, puisque je me suis rendu compte, comme je vous le disais, on s'est rendu compte que chaque livre définissait mieux que nous la collection. J'ai été surprise en relisant ton manuscrit il y a quelques jours de tomber sur cette page 9 que je vous livre parce qu'elle répond, je crois, à votre question. Dans Les Faiseuses d'histoire, Isabelle Stengers et Vinciane Després poursuivent cette réflexion sur la philosophie comme genre, dans tous les sens du terme, en questionnant les normes du discours rationnel qui ont souvent partagé les individus entre ceux jugés aptes à penser et ceux qui ne le sont pas, entre les spécialistes et les profanes, entre l'esprit scientifique et la pensée sauvage, entre les hommes et les femmes, pour ne citer que quelques-uns de ces partages. Elles, au pluriel, donc Isabelle Stengers et Vinciane Després, défendent une philosophie qui se distingue par des objets atypiques, des problématiques suspectes, des approches indisciplinées et une écriture plus narrative. Refusant la polémique, la quête du vrai ou de la juste cause, leur approche cherche plutôt à cultiver les possibles en prêtant attention aux manières de faire, de dire et de penser. Ce livre, et cette collection donc, souhaite ainsi s'inscrire dans cette perspective en faisant toute une histoire. Ça c'est Jeanne Ettelin citant Stengers et Després. En faisant toute une histoire dont on espère qu'elle ouvrira des perspectives inédites sur la pensée de l'espace et l'espace de la pensée. Voilà, tout est dit, chère Jeanne, merci. Pour compléter ce que dit Frédéric et répondre aussi en partie à la question, l'idée c'est que c'est de sortir un peu des lignes peut-être trop profondément durcies des disciplines ou de l'université ou des textes universitaires. Et pour le faire, il faut brouiller un tout petit peu les espaces, mais offrir la possibilité que des textes qui prennent des risques puissent être accueillis quelque part. Et l'idée, c'est que, en déplaçant un tout petit peu, ou beaucoup, ces manières de faire, ça rétroagisse en quelque sorte d'une certaine manière sur ces disciplines, et que ça ouvre des possibles j'espère peut-être même des nouveaux horizons, que ce soit en termes d'objets, mais en termes de théories, d'idées. Je pense qu'il y a pu y avoir ça dans certaines collections aux éditions de Minuit, ou même dans la collection de Maurice Hollander au Seuil, qui était très originale et qui pouvait accueillir à la fois des essais et des récits. Peut-être que dans le moment où on est, c'était moins en tout cas présent, et on a voulu rouvrir cette possibilité avec des autrices et des auteurs aussi qui apportent un regard nouveau, parce que
ils et elles sont aussi d'une génération nouvelle par rapport à des générations qui se sont déjà exprimées. J'ajoute, pour compléter ce que tu dis, c'est très important cette idée d'accueillir des textes qui ne sont pas forcément accueillis ailleurs. Et notamment, on s'est rendu compte tous, lecteurs et écrivains que nous sommes, depuis quelques années, d'un renouvellement profond des formes de l'écriture académique, y compris en histoire, en anthropologie, en philosophie, et d'un goût de plus en plus fort pour le narratif, pour des formes qui prennent des risques, comme tu dis, et aussi pour la place des images, effectivement, qui longtemps ont été bannies, comme nous savons, de tout texte sérieux. Moi, j'étais très frappée, revenant de 20 ans, de 15 ans d'études en Angleterre, où les images sont si présentes, de me rendre compte que c'est très compliqué de faire paraître dans les Annales, par exemple, cette grande revue, un texte avec des images. Voilà, donc comme on le sait, les couvertures françaises sont connues pour être sans images, contrairement aux couvertures des livres anglo-saxons. Voilà, donc la place du récit, la place des images, faire justice aussi à ces nouvelles façons d'écrire, de décrire le monde et de l'écrire, c'est vraiment une de nos préoccupations, et ça rejoint ce que tu disais sur les générations. Faire place aussi à une nouvelle génération de penseurs et de penseuses. Vous parlez d'images, j'avais justement une question là-dessus, c'est qu'effectivement, en tout cas dans les premiers livres sortis, il y a pas mal d'images. Est-ce que ce sera effectivement un vecteur supplémentaire dans les livres à paraître de la collection, ou c'est selon aussi suivant ce que l'auteur voudra dire ou voudra accompagner? C'est une de nos demandes, en fait, une de nos requêtes, qui n'était pas forcément dans l'idée, d'ailleurs, je crois, de Lucie, par exemple, mais qui s'est prêtée au jeu très volontiers. On a la référence de Sebald, qui a bon dos, en l'occurrence, mais à laquelle on tient. Mais au-delà de cette référence-là, il y a cette idée de l'intérêt de réfléchir au lien entre texte et image. On est quand même dans un monde contemporain où les images sont tout le temps présentes, où on pense avec les images, on produit des images, on prend des images sans cesse, y compris dans nos recherches. Et pourquoi les cacher, finalement? Pourquoi ne pas les intégrer à une réflexion? D'autant plus si cette réflexion est en partie liée au lieu, à l'architecture, à l'urbain, à l'évolution de la ruralité, aux lieux inconnus, à la transformation des villes. Enfin, voilà, donc ça fait partie un petit peu du contrat, effectivement, qu'on passe avec nos auteurs et nos autrices, sachant qu'on demande par ailleurs que ce soit le plus possible leurs images, ce qui n'est pas forcément le cas, bien sûr, s'il s'agit d'un historien, mais avec cette idée, encore une fois, très sébaldienne d'images qui ne soient pas forcément des images comme on voit dans certains livres d'art, qui sont des images de tableaux ou des images de référence, mais qui soient vraiment des images qui accompagnent l'écriture, finalement. Est-ce que tu dirais la même chose? Je dirais la même chose, je compléterais en disant qu'il y a eu des images à un moment donné dans des livres, qu'on pense à la distinction de Bourdieu ou à Mille plateaux de Deleuze et Guattari. Ce sont des livres avec des images. Ces images, on a le sentiment qu'elles ont un peu disparu, mais de manière paradoxale, en effet, puisque on est dans un monde saturé d'images. Donc, en effet, une des demandes, une des invitations qu'on a formulées, c'était que dans cette collection, les textes incorporent des images avec des statuts qui peuvent être différents pour les autrices et les auteurs. Hein. Elles n'ont pas nécessairement le même rapport aux images, mais elles ont un rapport aux images. Et il y a d'autres paramètres dans la Bible que vous donnez aux auteurs qui viennent vous proposer leur manuscrit? Non, après, on est très ouvert. Non, mais on voulait que le livre soit un bel objet, parce que on prend tellement l'habitude de lire des textes sur des écrans, que ce soit d'abord l'écran du téléphone
et ensuite l'écran de l'ordinateur. Que pour lire un livre, il faut donner envie aussi que le livre soit désirable. Donc on a passé beaucoup de temps, je dois dire, surtout grâce à Frédéric, à imaginer le design et le graphisme du livre, mais on voulait que non seulement le contenu soit désirable, mais le contenant soit désirable aussi. Alors du coup, il n'y a pas d'image sur la couverture? Non, on s'est posé la question. Ouais. Et pourquoi vous avez fait ce choix, justement? C'était une grande discussion avec le designer qu'il faut citer, Alexandre Dimos de Valence, qui est quelqu'un qui, moi, m'avait accompagné sur mes propres livres, donc j'avais bien envie qu'il nous accompagne aussi sur cette collection. On a choisi de mettre une grande image en pleine page juste après la couverture, donc c'est la première chose qu'on voit quand on ouvre le livre. Et on avait réfléchi, je vous passe les détails, mais à faire apparaître les images en petit. Puis finalement, on s'est rendu compte que c'était... Ça ne mettait pas en valeur l'image. Et ça ne mettait en valeur ni l'image, ni le titre, en fait. Et donc, il valait mieux séparer et avoir une couverture sans image. Et ensuite, dès qu'on ouvre, avoir une image entière qui tout d'un coup s'impose à la vue de la personne qui ouvre le livre. Et du coup, avoir une identité graphique, en fait, sur le livre. Oui, et puis on a beaucoup réfléchi à la manière de lancer une nouvelle collection. C'est aussi lancer un nouveau livre dans les librairies. Donc c'est aussi lancer une nouvelle couverture. Enfin, toute chose absolument passionnante que je n'aurais pas imaginé avoir à réfléchir avant que tu viennes me trouver. C'est vrai que Donc on s'est demandé, comment faire en sorte que ce livre parle peut-être un peu de l'inconnu, avec une petite référence discrète. Je crois que je suis la seule à l'avoir à la science-fiction, avec le côté un peu argenté qui, moi, me rappelle mes livres des années 80-90 de science-fiction. Frédéric et moi... D'ailleurs, et demain. Oui, Frédéric et moi adorons la science-fiction. Voilà, donc on a ça en commun. Donc j'avais rêvé d'une couverture totalement argentée, mais ça a été bizarrement refusé par Flammarion, qui trouvait ça trop cher. Et donc il y a ce petit liseré d'argenté qui reste dans Terra Incognita. Et puis, si vous voulez aller dans le détail, l'angle de la collection, il est légèrement penché. C'est l'angle de la Terre, l'angle d'inclination de la Terre. En fait, voilà. Vous voyez, ça forme un cercle comme ça, et les lettres qui indiquent Terra Incognita sont légèrement penchées. C'est cet angle. Donc il y a un raffinement extrême dans tout ça qui nous a plu de donner à ces livres. Et voilà, c'était une réflexion sur comment on lance aussi une nouvelle collection avec ce goût des couleurs un peu pop. Enfin voilà, c'est toute une réflexion, et on est d'ailleurs ravis d'avoir vos retours. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que cette collection fait très déjà vu, ou est-ce qu'on a réussi notre pari de créer un tout petit peu d'étonnement? Il ne faut pas poser ce genre de questions. Je vais peut-être vous poser une dernière question avant que les autrices... avant peut-être qu'il y ait des questions de la salle sur la collection elle-même. Ce que je trouvais intéressant, c'est ce que vous disiez sur faire émerger, en tout cas faire parler une nouvelle génération qui peut-être ne serait pas publiée ailleurs. Et ça doit être assez excitant, en fait, de créer une collection de toutes pièces et de démarrer un catalogue, en fait, avec des auteurs, des autrices pour l'instant, qui sont comme une nouvelle bande ou un nouveau banc je sais pas, dans cette collection, en fait. Ça doit être très, en même temps, engageant et excitant. Oui, j'avais lu un livre récent de Mathieu Landon qui s'appelle Une archive, qui évoque la manière dont son père a créé et dirigé les éditions de Minuit. Et en le lisant, il y avait ce moment où il rassemble les auteurs qui ensuite seront appelés sous l'étiquette de nouveaux romans, et ça donnait l'impression d'une bande. Et par ailleurs,
Frédéric et moi avons publié d'autres livres dans des collections qui sont des collections qui peuvent être prestigieuses, mais disons un peu plus impersonnelles, c'est-à-dire on ne connaît pas nécessairement les autres auteurs de la collection. Et il y a l'idée que cette collection, ça puisse créer des rencontres avec des gens qui ne se connaissent parfois, qui ne se connaissent pas parfois, et effectivement on ait le sentiment que quelque chose se passe autour d'une communauté d'esprit, avec des différences, mais une communauté quand même. Oui, Une communauté sympathique en plus. Je peux abonder dans ton sens, d'autant plus que cette collection est née d'un geste extrêmement amical venant de toi, me proposant de te rejoindre. Et que moi, je suis avant tout extrêmement fière, je dois le dire, de publier ces 3 premiers livres, que je trouve chacun très, très singulier. Je connaissais le livre de Raphaël pour l'avoir lu, et en quelque sorte, on s'est accompagné chacune dans l'écriture de nos derniers livres. Donc c'était une très grande joie de pouvoir le publier. J'avais lu les premiers livres de Lucie Taïeb avec beaucoup d'admiration, et grâce à Raphaël, on a pu avoir accès à ce manuscrit de Lucie et lui proposer de nous rejoindre. J'ai entendu Jeanne défendre ce manuscrit. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi, c'est d'assumer cette part je dirais, d'affinité élective, d'amitié intellectuelle à travers les disciplines, par-delà les disciplines, par-delà les institutions, par-delà les écoles, et de se dire que tiens, là, il y a un objet, une voix, un souci, une question qui rejoint les nôtres, et que c'est voilà, la bonne personne, la bonne autrice pour la porter. Donc oui, il y a quelque chose effectivement de la bande, de la joyeuse bande. Et du courant. Peut-être qu'il y a des questions dans la salle pour Arnaud Esqueré et Frédéric Aitouati sur cette collection, nouvelle collection Terra Incognita. Oui, merci beaucoup pour cette joyeuse présentation. J'ai une question sur le rapport, on va dire, au présent, la dimension un petit peu de clinique du présent. Qu'est-ce qui, dans la situation actuelle, enfin, où est-ce que c'est pertinent pour vous, qu'est-ce qui, dans la situation actuelle, rend, sinon nécessaire, du moins pertinente, la proposition de cette collection ? Je pense que, enfin, il y a deux réponses à cette question que je remercie d'avoir posée. Il y a d'abord l'idée que, précisément, les propositions ou les textes qui sont faits sont des textes qui nous manquent dans la situation présente. Donc, c'est accueillir quelque chose qui semble nous manquer et qui nous manque parce qu'ils explorent des endroits qu'on trouve ignorés, pas suffisamment explorés, alors qu'ils nous semblent importants. Voilà. Et la deuxième réponse, c'est qu'ils nous aident à penser davantage la situation dans laquelle on est, que ce soit parce que ce sont des moments, des endroits qui existent actuellement mais qui ne sont pas vus ou qui ne sont pas explorés de la manière dont ils sont explorés, ou que ce soit des endroits ou des événements passés qu'on a oubliés et par rapport auxquels il faut s'interroger sur les questions ou se poser la question de savoir pourquoi on a oublié et qu'est-ce que ça veut dire de les faire revenir. Oui, je pourrais compléter simplement en disant que suite à l'invitation de Flammarion, on s'est posé la question finalement, que faire comme collection aujourd'hui ? Et on a vu fleurir depuis une bonne décennie des collections très thématiques sur le présent, pour te répondre, Patrice, sur cette question-là. Des collections sur le féminisme, des collections sur l'écologie, des collections
sur le postcolonial, les collections voilà, qui répondent très directement à certaines des questions, pourrait-on dire, qui nous sont posées aujourd'hui. Et loin de nous éloigner de ces questions-là, on s'est demandé, tiens, quel pourrait être le pas d'après? Et le pas d'après, ce serait de faire une collection qui est déjà intégrée, en quelque sorte, toutes ces questions-là, qui n'ait plus besoin de les thématiser, et de dire donc c'est une collection sur le vivant, c'est une collection sur les femmes, c'est une collection sur la crise écologique. Tout cela est sous-entendu, en fait, dans Terra Incognita. Et la question, c'est plutôt « et maintenant ?» Maintenant que ces questions-là ont été... Dans les temps qui restent. Dans les temps qui restent, voilà. Maintenant que ces questions ont été métabolisées par... en tout cas, qu'elles sont en train de l'être et qu'elles ont toujours besoin de l'être, comment on sort de cette thématisation-là, comment on déthématise et comment on recroise ces questions qui, comme on le sait d'ailleurs, sont souvent imbriquées. Donc la question féministe va rejoindre la question écologique, va rejoindre... Voilà. Mais on ne se limite pas non plus à ces thèmes-là, mais ils sont en quelque sorte voilà, intégrés dans notre questionnement. C'est une collection futuriste, en fait, quelque part. SF, total. Ben, merci à vous deux. À moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle. On va laisser la parole au reste de la bande. Donc nous accueillons avec plaisir les 3 premières autrices de cette collection Terra Incognita. D'abord Lucie Tayeb, complètement à ma droite. Je vais vous les présenter. Lucie Tayeb, Raphaël Guidé et ensuite Jeanne Ettelin. Je vais vous les présenter brièvement. Lucie Tayeb enseigne les études germaniques à l'université de Brest. Elle est aussi poète, romancière. Son précédent livre s'intitulait Fresh Kills, et c'était déjà un récit documentaire sur ce grand parc new-yorkais créé sur une des plus grandes décharges du monde. Et là, donc, elle publie La mer intérieure, enquête sur un paysage effacé, qui est un récit documentaire et littéraire qui explore un paysage du Brandebourg où l'on a rasé des villages pour creuser des mines et qu'on a ensuite réattribué comme des lieux de loisirs en parc ou en lac. Raphaël Guidé, donc, qui publie La ville d'après, est professeur de littérature comparée. C'est tellement de monde à présenter. De littérature comparée à Paris 8. Et ses recherches s'intéressent justement au croisement entre littérature et sciences sociales et à la dimension politique des écritures contemporaines. Elle a notamment publié un essai sur la mémoire des catastrophes, Mémoire de l'oubli, chez Classique Garnier en 2017. Et donc La ville d'après, Détroit, une enquête narrative, s'intéresse aux nombreux récits qui ont inspiré Motor City depuis sa banqueroute, mais avant, depuis la crise financière, et jusqu'à aujourd'hui. Jeanne Ettelin est philosophe. Elle enseigne aux Beaux-Arts de Montpellier. Elle travaille aussi sur une frontière, puisqu'elle étudie le concept de zone à l'intersection de la philosophie, de l'esthétique et des humanités environnementales. Et en janvier, donc c'est le prochain livre de la collection, elle publie Zone, Terre, Sexe et Science-Fiction. Un sacré programme. Et donc, chacune va vous lire un extrait de son livre. On va commencer par Lucie Tayeb, qui est la première autrice à avoir publié en septembre donc La mer intérieure. Bonsoir. Archives des villages disparus.
Quel nom? Qui atteint, comme une flèche, un imaginaire mélancolique, une promptitude à compatir, à pleurer ces pertes qui touchent d'autres que nous. Ces villages n'ont pas disparu. Aucun mage maléfique, d'aucun claquement de doigts ou sort prononcé à mi-voix ne les aura effacés de la carte. Ils ont été rasés, démembrés, pierre à pierre. Ce qui n'apparaît pas ici, mais que d'autres sources rendent tangible, c'est la pression continue de la compagnie minière sur les récalcitrants, l'existence d'une milice propre à Vattenfall, inquiétante et active, les dissensions au cœur des mouvements mêmes de résistance à la destruction et les convergences ou connivences entre la sphère politique et la sphère économique. Traiter de ces questions aurait été conter un autre récit. Mais je n'ai pas de prise directe sur les mémoires des habitants du lieu. Ce que j'écris se situe précisément à la surface. Je ne suis pas venue creuser. Je suis seulement de passage. Je suis venue voir et dire « c'est ainsi qu'on raconte ici cette histoire », même s'il me faut bien souligner qu'elle est lacunaire. Les acteurs, antagonistes de cette lutte et de son dénouement, ont écrit ensemble le récit qui devait en conserver la mémoire dans un rapport de force inégale. Les uns ont perdu, les autres gagné. Mais, lorsqu'aucun espoir ne subsistait, on proposa aux perdants leur village à l'identique. À l'identique? On pourrait faire de Neu-Horno le lieu du fake, de l'illusion, de la dissonance. Pourtant, ce n'est pas ce qui me frappe lorsque je quitte l'archive. Ce qui vient à moi de plein fouet, alors, c'est l'absence, la tristesse, haute tristesse, comme on dit, haute mer. Ce que ce village neuf et riche, qui attisa du reste la jalousie des habitants de la commune de Forst à laquelle il fut rattaché, ce que ce village porte en lui de la destruction et de la perte dont il est issu, l'ombre qui pèse sur ces maisons plus grandes, sur ces poulaillers désormais chauffés, sur ces rues dégagées. Je pense à la lutte acharnée pour la coma, à la voix de R qui, au téléphone, se rappelle comme il fut chassé, délogé par la violence. Je pense à Kohlhaas, exigeant follement qu'on lui rende intacts ses chevaux saccagés. En aucun cas, ce village ne remplace l'ancien. C'était la meilleure solution possible vu les circonstances, mais cela ne remplace rien. Ainsi, je suis sortie au grand jour après ma longue visite, un peu sonnée. Le soleil brillait haut dans un ciel bleu, serein, j'avais le cœur serré. J'ai marché vers l'église, au centre du village, vers une petite mare, et si je ne l'avais pas su, je n'aurais sans doute pas compris qu'elle était là pour compenser les 5 étangs du village d'origine. J'aurais juste noté la présence d'une mare, de nénuphars. Je n'en aurais rien pensé. J'ai vu, sur des images d'archives, à quoi ressemblaient certaines zones humides de Lusace. Cette terre littéralement veinée d'eau, ombragée le plus souvent, à la végétation riche, s'ouvrant parfois en clairières trouées de ces étangs que les hommes, il y a des siècles de cela, ont creusés dans la région. Mais je n'ai pas retrouvé d'image des étangs de Horno. J'ignore à quoi ils pouvaient ressembler. Cette mare rappelle en tout cas celle d'un jardin d'agrément. Il y a un petit pont aussi, quelque chose de soigné et de charmant. Un enfant né ici dans le nouveau village parcourant les rues de Horno à vélo, sous l'œil des reporters, leur dit qu'il aime beaucoup venir nourrir les poissons. Mais ce jour de juin, nul enfant dans les parages. J'étais seule à cette heure, en ce lieu du village, uniquement traversé par quelques voitures. J'ai avancé jusqu'à l'église. C'est un très beau passage qui se trouve au mi-temps ou vers la fin du livre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce passage? Parce qu'on sent que tout au long du livre, donc, vous allez enquêter sur ces paysages qui
ces villages qui ont été rasés en fait pour exploiter des mines à ciel ouvert, et ensuite qui ont des mines qui ont été exploitées quelques années, ont fermé, ont été remplacées par des parcs ou des lacs. Et il y a une espèce de tension légère tension, en fait, une approche de votre part tout au long du livre, jusqu'à ce moment en particulier, où vous arrivez aux archives des villages disparus. Ça ne s'invente pas, on a l'impression d'être dans de la fiction. Et vous, justement, vous lisez ce passage. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons, parce que une des raisons, c'était parce qu'il me permettait aussi de faire entendre ma démarche, cette idée d'écrire à la surface ou d'être de passage. Et aussi, je ne sais pas si vous avez pu le percevoir, mais le fait qu'il y ait dans le récit des citations, une citation donc, qui se marque visuellement par un passage à la ligne, un souligne et des guillemets, et donc ce travail de voix également. Et parce que je crois que c'est vraiment ce jour-là, en sortant de cette archive, que j'ai trouvé mon livre aussi. Je crois que c'est cette émotion-là dont je parle un peu là, dans le passage que je viens de lire, d'avoir passé tout ce temps avec la lutte pour sauver le village et de comprendre que j'étais dans le village reconstitué à l'identique et de chercher comme l'ombre du village disparu. Quand j'ai écrit le livre, c'était là finalement pour moi le centre vibrant du travail. On a l'impression que vous êtes dans un décor en même temps. C'est ça qui est assez fort dans ce moment, où vous êtes sur les ruines de enfin, non pas vraiment les ruines de l'ancien village, mais en tout cas dans le nouveau, qui s'appelle en plus Neu-Horon. Enfin, on a l'impression d'être dans Disneyland quasiment. C'est cet effet-là de réel un peu carton-pâte finalement qui vous a un peu, on le sent, provoquer une émotion profonde. C'est aussi le fait que je voulais me défendre de cette impression, parce que quand on connaît l'histoire, quand on sait que le village a été proposé comme compensation de la destruction du village, qu'il en reproduit le plan d'urbanisme, on peut penser abstraitement qu'on va être dans un décor de carton-pâte, que ça va être du fake. Mais quand on est sur place, c'est un vrai village. Il y a des enfants qui naissent là, dont c'est le lieu de vie. Et c'est aussi, plus que l'idée de simulacre, c'est l'idée d'ombre qui m'intéressait. C'est-à-dire la possibilité, précisément pour moi qui n'était que de passage et qui connaissait cette histoire, de chercher à percevoir la présence du disparu, le négatif, dans ce vrai village en plein soleil, où grandissent des enfants et où les plus âgés ont encore en eux l'histoire qui précède, mais qui s'effacera peut-être petit à petit. Alors, votre texte, c'est un récit documentaire, mais qui est en même temps tressé de votre enquête. Donc vous allez sur les lieux à plusieurs reprises dans le Brandebourg, dans la Lusace, en ex-RDA, et en même temps tressé de moments ou de passages plus intimes, où vous parlez de la mort de votre mère, et aussi tressé de poèmes. Et donc, est-ce que comment vous l'avez écrit ? Est-ce que c'est venu comme cela, de manière mélangée, hybride, comme on disait tout à l'heure, ou c'est a posteriori que vous vous êtes dit que vous pouviez lui donner du relief à ce texte ? Alors, j'avais un projet qui n'était pas autobiographique, pour cette partie-là du texte en tout cas, parce qu'il y a, comme effectivement il y a plusieurs matières qui se confrontent, ça c'était pas mon projet, et ce qui a surgi de mon histoire dans l'écriture du texte, je l'ai retravaillé après. Il y avait en fait plus de matériaux autobiographiques dans le texte, j'ai coupé,
et vraiment travailler comme une espèce de note de résonance qui ferait entendre un peu le reste du texte autrement, enfin de manière peut-être musicale, voilà, une espèce de note qui reviendrait de temps en temps et qui donnerait une autre harmonie à l'ensemble, enfin en tout cas qui ferait entendre autre chose dans l'ensemble. Pour ce qui est de la question de la poésie, il y avait un peu plus de vers dans le manuscrit qu'avaient lu les directeurs de collection. Ça a été coupé. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est que à la très bonne question que m'avaient posée Frédéric et Arnaud du pourquoi ou est-ce bien nécessaire. Non, ça m'apparaissait pas. Enfin, moi, ma réponse, c'était je l'entends comme ça, je l'écris comme je l'entends, mais je me suis rendu compte que bien souvent, je pouvais remonter à la ligne et que l'entendrait qui voudrait ou qui pourrait, que c'était pas une nécessité absolue. Et j'ai laissé simplement certains passages qui étaient vraiment écrits en vers. Donc voilà, et j'ai pas l'impression là d'être. Évidemment, je suis dans des registres différents. C'est pas juste une question formelle. C'est que quand je fais le récit un peu chronologique des événements ou des étapes de cette lutte, il y a peu de vers qui apparaissent. Ça peut ressurgir à d'autres moments où il y a aussi ce travail sur la langue allemande que j'essaie de traduire littéralement en français. Peut-être pas pour faire à la fois voir et entendre les choses un peu singulièrement, même si c'est pas une singularité que je recherche. Vous venez de parler de lutte et c'est vrai que vous évoquez beaucoup la lutte de certains habitants, de jeunes, pour défendre leur village, la destruction de leur village. Donc c'est un aspect important quand même, cette idée de lutte et de contestation. On a l'impression que finalement elle a une réalité vive, mais elle passe. Et elle n'est pas d'ailleurs que manifestation, elle est aussi juridique, cette lutte. Et on a l'impression qu'elle passe, qu'elle disparaît, qu'elle reste peut-être comme dans le décor, entre guillemets, dans l'ombre, comme vous dites. Est-ce que quelque part, il y a finalement un échec que vous constatez aussi de la lutte Est-ce que c'est important qu'elle ait eu lieu et donc qu'on puisse en parler? Mais c'est quoi la suite, en fait? Qu'est-ce que ça dit? C'est une question complexe. Elle passe... la lutte échoue. Enfin, c'est ce que je raconte. C'est ce qui s'est passé. Là, je peux... Ce soit d'ailleurs avant la chute du mur qu'après, hein, c'est ça? Parce qu'il y a des villages qui ont été rasés avant la chute du mur et un autre qui va tenir, mais qui va quand même disparaître. Oui, absolument. C'est-à-dire que quand on faisait l'annonce du fait que le village dans lequel les habitants vivaient devait être rasé, avant la chute du mur, il y avait peu de résistance directe parce que peu de marge de manœuvre. Et après la chute du mur, donc dans ce village précisément à Ornault, où la lutte a été documentée particulièrement longue, et c'est là aussi que se trouve ce centre de documentation qui documente très précisément cette lutte. Donc elle est quand même inscrite aussi, même physiquement. On peut, quand on est dans Neu-Ornault, retrouver ces archives. Mais ça a été une longue lutte juridique qui s'est soldée par un échec, qui a fait aussi apparaître que quand une loi manquait pour raser un village, la proposition de loi a été faite, qu'elle allait être votée régionalement et qu'elle allait permettre de raser le village. Donc, je ne m'étends pas sur ce que ça veut dire, sur ce que ça appelle de sentiment de justice, d'injustice, d'impunité. Tout a été fait légalement, en tout cas. Mais ce qui m'intéresse dans votre question, c'est ce qui reste de la lutte, indépendamment de sa muséification, dans le village qui est issu d'une pratique de compensation. Et ça m'intéresse comme question, mais je ne sais pas comment y répondre. Peut-être une dernière question. Est-ce que vous saviez déjà où cela allait vous mener? J'entends par là que c'est quand même un voyage, votre livre, et il se termine
un endroit improbable par rapport à tout ce qu'on vient de traverser. Est-ce que vous saviez dès le début que vous alliez vous retrouver sur une petite placette parisienne Non, pas du tout. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles j'écris de cette manière aussi, sans plan déterminé, ou que je m'autorise à faire valser du plan tout ce qui finit par valser dans le moment de l'écriture, parce que c'est un déplacement, et le fait d'aller voir ce village, le fait de faire ce voyage, ce qui est vraiment devenu un voyage, et de partir en quête de ces paysages effacés, a changé mon regard finalement, et de manière assez apaisée, sur mon propre lieu de vie, sur ce quartier de Paris où je vis depuis seulement 10 ans, où j'ai pas de racines profondes, ni de vieil arbre qui aurait été planté par un arrière-grand-père. Mais je crois qu'il m'a révélé pas forcément la beauté, mais à quel point il est précieux c'est très banal, excusez-moi, mais de vivre dans un lieu qu'on apprend à aimer, en fait. Et il y a une photo d'ailleurs. Oui, il y a une photo. Raphaël Guidé, peut-être est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de La ville d'après? Donc le deuxième livre paru aux éditions dans la collection Terra Incognita. Je suis bien cachée derrière le pupitre parce que je ne le dépasse pas. Donc je vais vous lire un extrait qui se trouve dans le dernier chapitre, qui s'appelle « Le pays des castors ». Évidemment, quand on pense à Détroit, on ne pense pas forcément aux castors, on pense d'abord aux voitures. Mais justement, j'ai choisi ce texte pour vous montrer que, comme le disait Frédéric Roussel à l'instant, quand on commence une enquête, on ne sait pas où elle va nous mener, et en l'occurrence... elle m'a menée dans un endroit très curieux, dans une friche de Détroit. Mélissa, que vous voyez ici. Mélissa, donc, me donne rendez-vous dans un cimetière de Southwest Detroit à 9h, près de l'étang, en face de la tombe de Carhart, qui, après avoir fait fortune dans les bleus de travail, fut l'un des premiers concurrents automobiles de Ford. C'est une femme de 35 ans, à l'air un peu timide, qui porte en bandoulière un gros appareil photo. Mélissa travaille à temps partiel dans une bibliothèque, 29 heures par semaine, précise-t-elle, car à partir de 30 heures, les employeurs sont tenus de payer l'assurance santé et les congés. À Détroit, on pense souvent qu'elle vient d'ailleurs, car elle est blanche, mais elle est née ici et elle n'en est jamais partie. Enfant, elle se souvient qu'elle déménageait sans cesse avec sa mère et qu'elle se sentait coincée dans une métropole dure, aux écoles défaillantes, où on répétait aux élèves qu'ils ne valaient pas mieux que la ville où ils avaient grandi. Adulte, elle ne se voit pourtant plus vivre ailleurs et passe tout son temps libre à arpenter l'immense territoire urbain en quête de la vie sauvage. Nous marchons quelques mètres et elle pointe du doigt le haut d'un grand arbre où niche un aigle royal. Elle ne s'attarde pas sur le symbole, mais me prête des jumelles, et j'observe, stupéfaite, l'oiseau majestueux pendant qu'elle prend des photographies au téléobjectif. L'aigle est là depuis quelques semaines, mais elle n'a pas signalé sa présence parce qu'elle ne veut pas qu'on lui vole le calme de ces lieux. Un peu plus loin, sous la tombe d'une certaine famille Pattinson, elle me montre le terrier d'un coyote. Elle marche en désignant le nom des arbres, ici un tulipier de Virginie dont le nectar est prisé des oiseaux, là une zone humide près de la voie ferrée très appréciée des moqueurs polyglottes. Elle se sent chez elle, ici, au milieu des oiseaux, dans le calme de ce cimetière où son père est enterré. Mélissa ne quitte presque jamais Détroit, faute de vacances, mais aussi parce qu'il y a plus d'oiseaux ici que dans la campagne environnante gorgée de pesticides. Bien sûr, précise-t-elle immédiatement, la nature urbaine est elle aussi contaminée. Woodmere Cemetery se trouve d'ailleurs dans l'une des zones les plus polluées de Détroit, coincée entre l'usine rouge,
une raffinerie pétrolière, la plus grande station d'épuration des eaux usées d'Amérique et l'usine de Tsug. À quelques minutes du cimetière, nous nous garons devant une vaste étendue d'herbe où se dressent encore 2 ou 3 maisons et le tracé goudronné de rues désormais inutiles. La pelouse est étonnamment propre, comme dans un parc bien entretenu, et les panneaux « Don't dump », ne jetez pas de déchets, sont plantés tous les 50 mètres. Mélissa raconte que ces terrains appartiennent à Marathon Petroleum, la compagnie pétrolière dont la raffinerie jouxte la prairie. Après qu'une loi environnementale a rendu illégal le fait de développer des activités polluantes si près des habitations, Marathon Petroleum a tout simplement racheté et rasé toutes les maisons qui se trouvaient dans le périmètre réglementé. Seuls quelques habitants qui ont refusé de vendre continuent à vivre dans le voisinage de la pollution. Mais ils ne sont pas seuls. Derrière la prairie, nous nous engageons sur une petite route condamnée qui longe la rivière Rouge. Dans l'eau de couleur douteuse, Mélissa pointe du doigt des tortues, un grand héron bleu et, bien camouflé dans les roseaux par sa couleur beige, un héron biéoro. Un peu plus loin, nous passons derrière un grillage et pénétrons dans une zone interdite au public, toute proche de l'usine Rouge, cette usine que vous voyez ici. Voici l'usine qui a changé le monde. C'était l'usine de Ford. Commente ma guide devant ce paysage industriel stupéfiant où le vacarme des machines toutes proches se mêle au chant des cormorans et des bécassos. Dans le récit de Mélissa, les chants des carouges s'élèvent malgré la clameur assourdissante de l'industrie. À 2 pas de là, dans le récit de Ford, les merles à épaulettes chantent la réussite de l'usine fabriquant les camions qui les étouffent. Le printemps n'est pas silencieux. Il bruit de cette nature férale, contrainte de composer avec le vacarme des machines. Dans l'imagination commune de la ville post-industrielle, les mauvaises herbes qui craquellent le trottoir racontent le triomphe de la nature sur les tentatives modernes de domestication du sol. Mais en réalité, Détroit a beau avoir été abandonné par la plupart des usines, regagné par les friches et inondé par les orages, elle n'est jamais sortie de l'époque industrielle. Le temps fordiste n'appartient pas au passé. Il continue de s'écouler dans les chaînes des usines restées en activité, dans la terre gorgée d'effluents chimiques et de déchets, dans le carburant des voitures qui sillonnent encore les avenues, dans l'asphalte que les crédits post-banqueroute ont permis de répandre à nouveau sur les routes, et, bien sûr, dans les rétroactions climatiques qui ramènent sur la métropole le produit désastreux d'un siècle d'émissions de dioxyde de carbone. Comme les usines, les récits qui ont légitimé ou rendu possible la destruction de tant de vies humaines et non humaines sont toujours actifs, à peine maquillés sous les nouveaux oripeaux du capitalisme vert et du réensauvagement. Détroit n'est pas la capitale du XXe siècle, ou bien, si on veut le dire autrement, le siècle écocide dont Détroit a été la capitale n'a jamais pris fin. Un très beau passage, parce qu'on est à hauteur d'une naturaliste en fait, et en même temps il est comparable un peu au passage qu'a lu Lucie Taïeb, je trouve, parce qu'il y a l'idée des strates en fait qui sont toujours là. Pourquoi vous avez choisi de nous faire entrer dans votre livre par un personnage ? Je dirais que c'est parce que, à l'origine, justement, je n'avais pas du tout prévu d'avoir des personnages. Enfin, je suis une chercheuse en littérature. J'ai pas de personnages, en fait, moi, dans mes recherches, dans mes articles et dans mes livres. j'ai des textes, j'ai des récits. Et en fait, c'était un peu pour montrer, justement, ce que rend possible aussi peut-être cette collection, ou ce que rend possible en tout cas ce désir de répondre pour moi en tout cas un sentiment d'urgence sur à quoi je sers moi dans le paysage académique aujourd'hui et sur où ça a pu me mener. Moi d'habitude je vais dans des bibliothèques et là je me retrouve effectivement avec ce que vous appelez un personnage, parce qu'effectivement elle est devenue un personnage, mais c'est une personne que je rencontre
et qui m'amène à traverser des grillages, à passer dans des zones qui sont interdites, à me faire complètement, moi, sortir de mon terrain habituel, hein, bien confortable, je dois dire, et qui aussi, c'est pas une naturaliste, en fait, c'est une bibliothécaire amateur d'oiseaux. Et on parlait tout à l'heure de la réhabilitation du sens commun et de à quel point, effectivement, il faut faire entendre aussi des voix autres qu'expertes. Et moi, je découvre cette jeune femme qui en fait, est capable de m'expliquer non seulement les dynamiques, non seulement le paysage naturel que je vois sous mes yeux, mais de me l'expliquer naturellement et politiquement, puisqu'elle m'explique justement que ces pelouses que je vois, qui m'ont l'air tout à fait propres, sont en fait parmi les espaces les plus pollués de Détroit, que je suis dans un endroit qui est littéralement toxique, hein, où il ne faut pas rester trop longtemps, puisqu'elle m'explique ensuite en quoi les oiseaux et les castors de Détroit sont affectés par la gentrification, puisqu'elle m'explique au fond aussi que nous, on est enthousiasmés par le côté retour à la nature, et qu'elle, elle dit pourquoi est-ce qu'il y a ce retour à la nature, parce que les gens sont partis, et elle dit avec beaucoup d'émotion, en fait, elle dit, moi j'ai vu les gens partir, j'ai vu les maisons brûler, et les gens, ils ne sont pas partis d'eux-mêmes, ils ont été chassés. Et donc, ce que je trouvais très beau, c'est que c'est finalement, c'est vers la fin de l'enquête que je l'ai rencontrée, mais c'est elle qui était capable de tenir avec le plus de justesse, effectivement, la beauté extraordinaire de ce paysage qu'elle me dévoile, avec toute cette richesse extraordinaire de la nature, et en même temps de tenir avec ça l'histoire d'injustice invisible, mais toujours là, qui a rendu ce retour à la nature, qui n'est pas un retour possible. Et moi, j'ai longtemps cherché en fait ce genre de voix-là, parce que les récits sur Détroit, c'est des récits caricaturaux. C'est soit la ville, justement, de la mort de la civilisation et du réensauvagement général, soit la ville de la Renaissance. On est coincé en fait entre différents récits qui sont tous un peu caricaturaux. C'est la ville des fermes urbaines, donc c'est la ville de l'utopie, c'est la ville de la banqueroute. On est toujours dans une sorte de tourniquet. Et moi, ce qu'elle m'apporte, Mélissa, c'est ça, c'est cette espèce de capacité à tenir ensemble la beauté et la perte, l'injustice et le fait que c'est pas parce qu'il y a de l'injustice que tout est fini. C'est cette capacité à décrire très précisément et avec beaucoup de nuances ce qu'elle voit. On le sent effectivement qu'on comprend. Il y a l'impression qu'il y a tous les éléments, quoi. Il y a l'histoire de la ville industrielle, la pollution, la nature. On sent qu'effectivement c'est une personne. Alors, votre livre est en fait une enquête où il y a à la fois où vous rencontrez vous interviewez des gens. Et en même temps, vous avez comme essayé d'épuiser tout ce qui avait été écrit, pris en photo sur Détroit. Vous dites pas totalement à la fin, vous êtes arrêté, mais vous avez quand même mené un travail sur tout ce qui a représenté la ville de Détroit en images, par écrit, etc. Qu'est-ce qui vous a amené à entreprendre cette démarche qui est un peu de faire un texte sur les textes, en fait, ou sur la représentation? Moi, c'est mon métier, je dirais. C'est-à-dire que si j'ai une qualification, c'est d'étudier des textes, justement. Oui, mais pourquoi Détroit? Et après, en fait, au départ, je tombe sur Détroit un peu par hasard. Enfin, je travaille sur l'imagination apocalyptique et l'utopie. Et s'il y a une ville où ces deux questions-là se croisent, c'est bien Détroit, puisque, encore une fois, c'est la ville des fermes urbaines Vous avez peut-être vu, par exemple, le documentaire Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent, qui avait eu beaucoup de succès. Il y a tout ce mouvement des fermes urbaines à Détroit. Donc, c'est la ville de l'utopie et de l'utopie justement de la réconciliation avec la nature, donc de la ville post-fordiste, de la ville qui est capable, dans l'effondrement, de retrouver une forme d'avenir écologique souhaitable, ville autonome.
Et puis, d'un autre côté, c'est la ville de l'apocalypse et même de l'extinction, hein, puisque on utilise Détroit et les images de Détroit dans toutes sortes de récits qui sont des récits absolument catastrophistes et des récits qui peuvent être, dans certains cas, d'extrême droite. Hein. Les images de Détroit ont été utilisées notamment beaucoup à l'appui de récits du Grand Remplacement, puisque c'est une ville qui est noire à 80% de sa population et que donc les images de Détroit, elles ont pu être utilisées aussi bien par des collapsologues anarchistes, en gros pour dire voilà la ville des friches de demain, et par des gens d'extrême droite pour dire voilà la ville de demain, et c'est le désastre absolu. Donc moi, c'était ça qui m'a amenée au départ, c'était cette espèce de justement de où la ville d'après, c'est où l'apocalypse, où l'utopie. C'est cette contradiction-là, et cette contradiction, je la trouvais dans les textes. Donc moi, j'avais envie au départ de faire une enquête assez classique sur les imaginaires de l'effondrement et sur justement comment cette ville qui a emblématisé le Fordisme et tout le capitalisme de la société industrielle du XXe siècle, toute cette ville qui est un peu une ville d'avant, on pourrait dire, est devenue dans l'imagination contemporaine une ville d'après, une ville qui nous montrerait. Vous savez, aux États-Unis, il y a cette expression the canary in the coal mine, le canari dans la mine de charbon. Et le canari dans la mine de charbon, c'est littéralement le canari qu'on mettait dans la mine pour savoir s'il y avait du gaz, et donc si on allait survivre. Et on dit souvent à propos de Détroit que c'est le canari dans la mine de charbon. Sauf que, justement, quand on commence à fouiller, c'est beaucoup plus compliqué que ça, et tout cet imaginaire de la survie est complètement excessif. Et est-ce que donc vous dites dans votre livre que vous avez commencé à aller à Détroit en 2005 et que la dernière fois que vous y êtes allé, c'était en 2022, mais je crois plus récemment. Est-ce que donc vous avez vu la ville se métamorphoser pendant ces presque 20 années Oui, alors l'enquête, elle a duré 12 ans, enfin 12-13 ans. Et elle a duré 12-13 ans pour deux raisons. L'une qui était que, effectivement, au départ, je me retrouve avec cette idée d'enquêter sur les imaginaires de l'effondrement. Et puis au bout d'un moment, je m'assigne une tâche beaucoup plus compliquée qui est de trouver des récits qui racontent vraiment ce qui se passe dans cette ville, qui n'est pas tout s'est effondré. Enfin, beaucoup de choses se sont effondrées à Détroit, mais justement, j'ai cherché des récits plus nuancés. Et donc là, je me mets à élargir les corpus et à m'intéresser aussi bien à des récits de sciences sociales, des récits de chercheurs, des récits de militants, des récits médiatiques, et à aller sur place aussi interroger des habitants. Et donc c'est pour ça que la bibliographie, que j'appelle terrain narratif, parce que c'est pas vraiment une bibliographie, c'est des textes que j'ai, c'est plutôt mon corpus, si on veut dire, fait 40 pages, je crois. Et combien de références du coup ? Je sais pas, il y en a des centaines, mais en fait, j'ai coupé à la demande de l'éditeur la moitié. Encore. Parce qu'il trouvait que c'était déjà effrayant sous cette forme. Et à vrai dire, en fait, à Détroit, il y a un Institute for Detroit Studies, qui est un institut créé par des chercheurs qui faisaient partie d'une fac qui a fait faillite. Et eux, ils ont des bibliographies de 180, 200 pages. En fait, c'est une toute petite partie, moi, que j'ai étudiée. Mais c'est déjà totalement, effectivement, inépuisable. Et l'autre raison pour laquelle, effectivement, ça a duré aussi longtemps, c'est que cette ville, elle n'a cessé de changer et qu'entre 2010 ou même 2005 et aujourd'hui, c'est plus la même ville. Elle a traversé la crise des subprimes, puis la crise puis la banqueroute, puisqu'elle a fait faillite en 2013, puis la crise du Covid, puis la crise nationale de l'immobilier aux États-Unis qui lui a fait reprendre de la valeur. Et donc à chaque fois que je suis retournée dans cette ville, j'ai découvert de nouveaux récits et de nouvelles manières de la raconter. On ne peut pas la figer, en fait. Alors, votre livre est impressionnant et vraiment passionnant. Et votre conclusion, je trouve, est une bonne introduction à la collection Terra Incognita. C'est une conclusion intéressante dans le sens où
Tout à l'heure, on disait où est-ce qu'on va et en fait, vous dites, il me semble que ce n'est pas une ville ni effondrée, ni une ville qui renaît de ses cendres. Alors d'ailleurs, il y a un passage sur le phénix et les faisans qui est assez intéressant dans votre livre. Mais donc, vous dites que c'est ni l'un ni l'autre, mais quand même que quelque part, vous recherchez la ville d'après. Est-ce qu'elle existe, cette ville d'après, en fait? Elle n'est jamais définitive. En fait, le livre a failli s'appeler « Les villes d'après ». C'est-à-dire que justement, chacun des récits que j'ai étudiés, dans la première partie du livre, en tout cas, prétend décrire ce que va être l'avenir. Et le décrit toujours de cette manière un peu absolue et pour moi simpliste, qui est soit le chaos, soit au contraire l'utopie. Et moi, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de sortir d'une part de cette imagination apocalyptique, parce qu'en fait, l'utopie fait partie de l'imagination apocalyptique. Hein. C'est le royaume, c'est cette espèce d'optimisme du désastre aussi, hein, cet espoir de l'effondrement, cette idée qu'après l'effondrement, au fond, on en aura fini avec le capitalisme et c'est le seul espoir qui nous reste. Et cette espèce de messianisme révolutionnaire et d'espoir comme ça, ou de crainte de l'effondrement, moi, ce que j'ai constaté à Détroit, c'est d'une part que même dans une ville où on pourrait dire tout s'est effondré, non, en fait, tout ne s'est pas effondré. C'est-à-dire que les habitants ont perdu les lampadaires, la plupart des écoles, la moitié des écoles ont fermé. Ils ont perdu tout ce qui constituait en fait les services publics, notamment. Ils ont perdu l'accès aux transports en commun, ils ont perdu l'eau courante pour des dizaines de milliers d'habitants. Mais malgré tout, ils ont continué à vivre des vies qui sont beaucoup plus dures, évidemment, que les nôtres, mais qui ne sont pas non plus des vies c'est pas Mad Max, quoi. On n'est pas en train de se battre pour accéder à des bouteilles d'eau. En fait, c'est une ville où les gens se sont organisés et où une partie des services publics a continué à fonctionner. Donc, c'est pas pareil de dire, dans la ville d'après, tout a changé, et de décrire plus finement des expériences auxquelles on peut s'identifier, qui sont celles dans lesquelles on ne sait pas très bien ce sur quoi on peut compter. Ce à quoi font face les habitants de Détroit, ça s'appelle la précarité. La précarité, ce n'est pas l'apocalypse, en fait. Donc, qui sont les récits qui nous racontent la précarité? Moi, c'est ça que je voulais chercher. Revenir au réel, quoi, au vrai réel, en fait. Oui, il y a des choses qui sont peut-être plus prosaïques et moins marrantes que Mad Max, mais qui sont en tout cas qui sont aussi moins effrayantes peut-être et plus. Enfin, je trouve que c'est plus facile de savoir ce qu'on veut faire en politique quand on se dit que ce à quoi il faut s'attendre, c'est des diminutions de services publics et des pénuries et qu'en tout cas c'est des problèmes concrets qu'on peut s'atteler à essayer de résoudre dans des collectifs qui vont affronter toutes sortes de violences, mais qui ne sont pas, en tout cas, celles de ces grands récits de l'effondrement. Donc, pour moi, il y a une forme aussi de volonté, alors qui n'est pas optimiste, hein, ce ne sera pas moins violent pour autant, mais il y a quand même une volonté de ramener des problèmes à une échelle où on peut les envisager, les localiser, les serrer, donc d'être dans un savoir un peu plus situé, hein, pour employer une expression à la mode. Merci. Jeannette Lin, donc, vous allez nous lire un extrait. Je crois que c'est le début de Zone, c'est ça? Alors, est-ce que là, c'est la bonne hauteur? Oui, donc je vais effectivement vous lire le début de alors pas l'introduction, mais le début de la première partie, qui est en fait ma propre rencontre avec la zone. Donc je fais l'inverse de Raphaël, qui est là où est-ce que ça l'a amené. Moi, je vous emmène là à mon point de départ. Et donc, voilà, c'est ainsi que ça commence. Au centre d'une prairie luxuriante, parsemée de débris, gît un véhicule rouillé dont les passagers ne sont plus que restes humains calcinés. Le vent souffle, agitant les brins d'herbe. Son doux hurlement n'est interrompu que par des craquements de brindilles et des sons métalliques. La caméra avance frontalement, au ras du sol, en direction du véhicule.
Au fur et à mesure qu'elle se rapproche, une touffe d'herbe ploie, des oiseaux s'envolent. À travers la fenêtre du véhicule apparaît un homme. Il s'arrête, de dos, devant l'étendue d'herbe brumeuse. Un autre le rejoint quasi immédiatement, non sans avoir jeté un rapide coup d'œil en direction du véhicule. La caméra continue de s'approcher, le cadre de la fenêtre redoublant celui du plan. Les deux hommes restent là, contemplant le paysage. Après quelques secondes, un troisième homme arrive. Cette fois, il regarde fixement le véhicule et s'exclame « Mon Dieu, mais où sont... Alors, ils seraient restés ici, ces gens ?» Le premier homme lui répond sans même se retourner. « Qui sait ? Je me souviens juste qu'ils montaient dans des trains pour venir ici, dans la zone. J'étais encore gosse. Les gens croyaient qu'une invasion se préparait. Quelle bêtise. » Il lance alors, droit devant lui, et le plus loin possible, un écrou métallique attaché à un chiffon blanc. « Allez-y, professeur, » dit-il en s'adressant au deuxième homme. Ce dernier s'exécute, tandis que le troisième continue de regarder en direction du véhicule, effrayé. « À vous l'écrivain, » continue le premier. L'écrivain avance à son tour, suivi de près par son guide. Le trio disparaît, tandis que la caméra continue de zoomer lentement. Cette scène est tirée de Stalker, le chef-d'œuvre cinématographique d'Andrei Tarkovsky réalisé en 1979. Le film raconte l'expédition de 3 personnages, connus uniquement sous les noms génériques de Stalker, l'écrivain et professeur, dans un espace qui s'appelle la Zone, un bout d'espace donc situé dans un pays anonyme au centre duquel se trouverait une pièce, la chambre, où s'exauceraient les vœux les plus secrets des personnes qui s'y aventurent. Alors que l'apparition de la Zone reste mystérieuse, est-elle apparue à la suite d'une chute de météorite ou d'une visite extraterrestre, son accès est formellement interdit par les autorités. Elle est encerclée de fils de fer et surveillée par des patrouilles de police. Cependant, des guides appelés stalkers y mènent des expéditions illégales pour y conduire des personnes en quête de cette chambre et d'une vie meilleure. Le film suit l'un d'entre eux et 2 de ses clients. La zone de Stalker a suscité de nombreuses interprétations. Elle fut respectivement comprise comme un symbole des goulags staliniens, un territoire désiré interdit analogue à Berlin-Ouest, l'incarnation du secret dont tout ordre social a besoin pour maintenir son autorité, le signe d'une catastrophe techno-écologique à venir préfigurant Tchernobyl, une allégorie du déclin de la spiritualité, le vide inexorable qui soutient tout désir, ou même encore comme une métaphore du cinéma lui-même. Pourtant, Tarkovsky s'est farouchement déclaré hostile à ce genre d'interprétations qui font de la zone quelque chose d'autre qu'elle-même. Je cite : « On m'a souvent demandé ce que signifiait la zone, ce qu'elle symbolisait, et on m'avançait les suppositions les plus invraisemblables. Je deviens fou de rage et de désespoir quand j'entends ce genre de questions. La zone ne symbolise rien, pas plus d'ailleurs que quoi que ce soit dans mes films. La zone, c'est la zone. » Refuser de faire de la zone une métaphore, la prendre au sérieux donc, c'est reconnaître au cinéma et aux arts en général la capacité de penser par eux-mêmes, sans que le discours critique et a fortiori philosophique ne soumettent les œuvres à un commentaire qui en détiendrait le secret. Tarkovsky soutient l'idée qu'il existe des figures cinématographiques qui vont au-delà de la simple représentation liant un objet sensible à un contenu intelligible. A l'inverse, ces figures donnent forme à des idées à travers la matière même du film, à l'instar de la sculpture qui travaille l'idée de pierre en la taillant. Le rapport entre les discours et l'œuvre, entre la philosophie et l'art, s'en trouve profondément transformé. À travers les figures cinématographiques, il s'agit d'explorer les idées que nous n'aurions pas pu avoir sans ces œuvres et la manière dont ces idées intensifient en retour notre expérience des œuvres. La question qui se pose alors est de savoir quelle idée singulière se loge dans la figure cinématographique de la zone, une idée qui se pense de manière tout à fait paradigmatique dans la spécificité même du matériau cinématographique. Pour saisir la manière dont la figure de la zone nous fait penser, il nous faudrait donc la prendre au pied de la lettre, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'examiner littéralement comme ce qu'elle est cinématographiquement et narrativement, une portion d'espace. Ce que nous savons d'emblée est que la zone est un espace énigmatique, aux origines inconnues et au pouvoir surnaturel, et bien qu'elle soit strictement isolée du monde extérieur par des barbelés, elle a néanmoins la capacité extraordinaire de le transformer en exaucant les vœux des personnes qui la visitent. L'hypothèse que nous souhaiterions donc explorer est que la zone engage avec elle une réflexion philosophique sur la nature de l'espace, un espace qui se soustrait à ses déterminations traditionnelles et a trait à une métaphysique du devenir. Plus précisément, la figure de la zone dessine les contours d'un espace mouvant, d'un espace dynamique, d'un espace agissant
réactif au changement et capable de les engendrer. Beau passage aussi, c'est dommage qu'on n'ait pas les images du film, parce que... Oui. de Stalker. Pourquoi est-ce que ça vous a intéressé, la zone? Alors, me répondez pas, la zone, c'est la zone. Qu'est-ce que ça a d'intéressant comme espace qui, en fait, pour moi, pour tout le monde, est un espace un peu indéterminé, un territoire, quelque chose qu'on va défendre peut-être aussi, ou quelque chose où un no man's land aussi, un endroit où on zone, quoi. Qu'est-ce que ça peut avoir comme intérêt? Eh bien, disons que, en fait, comme je le disais, pour moi, cette enquête conceptuelle sur la zone a commencé donc avec cette rencontre, avec ce film. Cette expérience est une question assez naïve au départ, de me dire, mais bon, pourquoi appeler cet endroit la zone? Pourquoi pas territoire, lieu, région, domaine? En sachant qu'il existait en fait une très large littérature philosophique et historique sur les concepts donc, de territoire, qui sont très liés à la question de la souveraineté, de l'État, ou sur le concept de lieu, qui est un concept qui a une histoire très importante dans la tradition phénoménologique, et que finalement, dans son indétermination même, le terme de zone avait finalement fait l'objet de très peu d'enquêtes, de très peu de recherches. Et alors même que nous étions dans un moment, puisque j'ai commencé à travailler sur la zone en 2014-2015, enfin, donc il y a 10 ans, où je notais, il y avait donc un écart entre la prolifération, au contraire, du terme de zone. Notamment, il y avait une très forte actualité autour des ZAD, des zones à défendre en France, mais également aussi, en fait, sur tout ce qui est les zones spéciales économiques, sur voilà, j'ai été confrontée à une sorte de prolifération de zones, où là, je me disais, il y a peut-être ici quelque chose de l'ordre de l'expérience contemporaine de l'espace, qui nous renvoie en fait à une propre indétermination de cet espace-là, et qui nous confronte donc à un problème. D'où cette idée de l'enquête, et qui est très présente dans cette collection, c'est que je crois qu'aucune d'entre nous ne savait à l'avance ce que nous allions trouver, et donc c'est pour ça aussi que ça nécessite une méthode, une démarche, une écriture qui avance à tâtons, un peu comme Stalker dans le film, qui doit lancer un caillou et qui voit où est-ce que ce caillou va atterrir, et c'est là où on se dirige, et c'est là comme ça progressivement on cartographie cette terra incognita. Et donc il n'y a pas, voilà, on ne sait pas d'avance. Et c'est très troublant, puisque nous, en tant que chercheurs et chercheuses, même si on a l'habitude de faire de la recherche, d'habitude, on a une méthode. Et là, on avance en fait à l'aveugle. Et donc, c'est pour ça que ça donne aussi des objets très hybrides, parce que en fait, c'est la réalité aussi de notre monde. Parce que votre texte est plus ou moins partagé en 3 parties. Donc, il y a une première partie donc, qui est cette, entre guillemets, cet imaginaire de la zone chez Tarkovsky, qui est plutôt un imaginaire fictif, qui vient de la science-fiction d'ailleurs. Il y a une deuxième partie qui est sur la zone érogène, selon Freud, et une troisième partie sur la géographie. Donc vous avez cheminé dans différents domaines en fait. Comment vous avez, puisque vous dites que pour vous c'est inhabituel, pardon, qu'est-ce qui fait écho dans ces 3 parties, dans ces 3 manières de concevoir ce que c'est la zone? Eh bien, en fait, dans mon approche, ce que j'ai souhaité essayer donc de comprendre, c'était pourquoi ce terme de zone semble s'imposer
à certains endroits, à certains moments, donc que ce soit en science-fiction, en géographie, en psychanalyse, avec quand même donc, une hypothèse qui était que le fait de mobiliser un concept est suscité par un type de problème que l'on rencontre. Et non pas, il ne s'agissait pas de dire que en fait, la zone désigne à chaque fois un même objet, une même chose, et d'essayer de déterminer quelle serait l'essence de la zone. Il s'agissait plutôt d'avoir une approche donc, plus problématisante et de comprendre qu'est-ce qui, en géographie, pousse un certain nombre de discours, de pratiques à parler de zones, à utiliser zones, pourquoi en science-fiction aussi, et pourquoi en psychanalyse. Et il m'est apparu que, en fait, dans ces trois domaines-là, ils étaient confrontés donc, à cette même problématique d'un espace qui est lui-même mouvant, qui est lui-même dynamique et qui est aussi agissant. Par exemple, en psychanalyse, le corps zoné, c'est en fait le corps libidinal, le corps désirant, qui est en fait tout le temps qui est traversé d'une énergie et qui ne se laisse pas cartographier de manière selon une géométrie, qui est celle peut-être de l'anatomie, par exemple. Et en fait, par ce jeu de résonance-là entre ces trois domaines, il s'agissait donc de faire, ensuite de proposer, moi, mon propre concept de zone. Passionnant. Est-ce que vous expérimentez... Alors, votre livre, on va pouvoir le lire bientôt, mais pas encore, donc en janvier. Est-ce que... donc, vous êtes philosophe. Est-ce que, avec le concept ou le terme de zone et les concepts que derrière vous envisagez, est-ce que vous expérimentez une sorte de philosophie de l'espace, en fait ? Et est-ce que ça existe, la philosophie de l'espace ? Alors, oui, en fait, c'est un petit peu... alors, la philosophie de l'espace... Alors déjà, premièrement, la philosophie de l'espace n'existe pas en tant que telle. Et si elle existe, c'est plutôt dans un milieu académique anglophone et en philosophie des sciences. Et donc, ça va être en plus tout le temps philosophie du temps et de l'espace. Et donc, moi, la manière dont j'ai approché cette question de l'espace philosophiquement, évidemment, a consisté aussi à réinscrire ce concept de zone dans l'histoire de la philosophie et des conceptions de l'espace, notamment celles héritées de la modernité, donc l'étendue géométrique, l'espace phénoménologique, l'espace vécu, pour en fait pouvoir mieux situer le type de problème lié à la zone. Mais ensuite, et à travers ça, proposer une philosophie de l'espace. Mais ce qui m'est apparu aussi, c'est qu'en fait, il y avait une tension même dans la notion, dans l'idée de philosophie de l'espace ou d'une pensée de l'espace, puisque, pour le dire à gros traits, dans la tradition philosophique moderne occidentale, on a opposé l'espace et la pensée, la res extensa, la chose étendue, et la res cogitans, la chose pensante. Et qu'en fait, il y avait donc que pour pouvoir fonder la pensée, la pensée se fondait comme s'abstrayant, par un geste d'abstraction de ces coordonnées spatio-temporelles, avec une prétention aussi à une forme donc d'intemporalité et de non-situation, en fait. Et donc, un des enjeux aussi du livre, c'est qu'à travers une nouvelle conception de la spatialité, qui est celle de la zone, et qui, en fait, dont je montre, emprunte un certain nombre de déterminations qui sont généralement réservées à la catégorie d'espace, donc comme celle d'indétermination, d'ouverture, de créativité, de pouvoir en même temps refonder un concept de pensée et une pratique de la pensée et donc de la philosophie qui soit en fait elle-même spatiale. Waouh. Est-ce que du coup, parce qu'on a l'impression quand même que votre sujet
rencontre l'époque. Est-ce que vous en dites là, le fait de revenir à l'espace, enfin que la philosophie peut-être trop conceptuelle et abstraite, est-ce que du coup ça rencontre l'époque? Est-ce que la zone, c'est pas aussi quelque chose qui dit l'époque, et ce que vous êtes en train de faire aussi? En tout cas, c'était effectivement une intuition de départ, comme je disais, sur cet effet de prolifération de la zone, à la fois dans le langage courant, mais aussi dans le vocabulaire. On parle beaucoup des zones critiques, par exemple, maintenant, dans les sciences de la vie et de la Terre. Et donc, à travers à travers la zone, il y avait aussi... on a souvent dit... désolée, je fais un tout petit détour, mais c'est Foucault qui disait déjà dès les années 60 que le moment présent était peut-être le moment de l'espace. Et Frédéric a mentionné ce grand aussi tournant spatial qui a eu lieu dans les sciences humaines et sociales à partir des années 80-90, notamment sous l'influence des penseurs matérialistes d'inspiration marxiste en géographie. Mais Foucault, quand il disait ça, il avait en tête deux choses. Il avait en tête évidemment les transformations socio-économiques liées à la mondialisation et à la manière dont l'espace géographique était en reconfiguration et en transformation. Et puis aussi, il avait en tête le paradigme structuraliste dans les sciences humaines et sociales, qui était aussi en fait une révolution dans les moments de la pensée, qui s'inscrivait contre une pensée de l'histoire, contre une pensée du temps, qui avait... était dominante au 19e, 20e siècle, avec des auteurs comme Hegel, Marx, même Heidegger. Et sauf que moi, la manière dont je récupère ce tournant spatial-là, ce n'est pas simplement en essayant de simplement parler de l'espace social ou de l'espace vécu, mais c'est en renouant avec un geste spéculatif qui est aussi faire une métaphysique de l'espace. Et pourquoi je pense qu'on a besoin d'une métaphysique de l'espace? C'est parce qu'aujourd'hui, peut-être en tout cas un des plus grands problèmes enjeux contemporains, c'est celui de ce que les philosophes Isabelle Stengers et Bruno Latour appellent l'intrusion de Gaïa. C'est le fait même que nous sommes confrontés au fait que l'espace dans lequel nous vivons réagit à nos actions et que cet espace-là, la Terre, est en grande partie un espace qui ne se laisse pas diviser en territoires, qui ne se laisse pas simplement penser en termes de lieu de localité, mais impose en fait de chercher aussi ces nouveaux concepts. Donc la zone est une tentative en ce sens-là aussi de pouvoir mieux cartographier la Terre. Intéressant. Merci beaucoup. Peut-être si vous avez des questions dans la salle, à poser à Lucie Taïeb, Raphaël Guidé ou Jeannette là. Tout le monde est très intimidé. Ouais. Juste parce que les directeurs et directrices de collection sont donc historiennes des sciences, je crois, et sociologues, et vous êtes toutes écrivaines ou philosophes et chercheuses en littérature. C'est éloigné. Enfin, du coup, vous n'êtes pas des chercheuses de sciences sociales. Donc, qu'est-ce qui a amené la rencontre de ces deux univers en fait vous êtes voilà, comment vous avez, même pour les directeurs et les directrices de collection, même trouvé, créer cette bande qui paraît effectivement assez hétéroclite au départ. Et du coup intéressante. C'est sûrement l'intérêt de tout ça.
J'ai une réponse, mais ensuite je laisserai mes collègues répondre. Parce que, comme Frédéric et Arnaud le rappelaient, donc Frédéric a travaillé sur la science-fiction, enfin le rapport science-fiction et la science-fiction. Et Arnaud a travaillé donc sur les vampires, les extraterrestres. Je suis moi-même un ovni. Donc, je pense que c'est plutôt eux qui sont en train de nous étudier à ce moment-là. Ce sera ma réponse. Moi, j'ai pas vraiment de réponse, si ce n'est que justement, moi, ce sur quoi je travaille depuis un bon moment, c'est l'effacement de la frontière entre littérature et sciences sociales. Et je pense que c'est une des caractéristiques de cette collection pour moi de poser la question. Moi, je me considère pas comme une écrivaine, contrairement à ma camarade Lucie. Et en même temps, j'imagine que si j'ai voulu raconter une histoire, c'est pour aller un peu au-delà de ma posture académique classique. Donc, et parce que ça m'est apparu nécessaire par rapport à la question que je m'étais posée. Après, ça ne veut pas dire que c'est de la littérature, mais ça veut dire que c'est plus tout à fait, en tout cas, quelque chose qui est de l'ordre de la recherche académique. Et c'est marrant parce que en fait, ce texte, il a d'abord été défendu dans une soutenance académique. Et il y a des gens qui sont venus à la soutenance en me disant c'est pour voir jusqu'où on a le droit d'aller, en fait, à l'université. Et bon, pour moi, c'est un des motifs de réjouissance actuelle. Il n'y en a pas beaucoup, donc il faut s'en saisir. De se dire qu'à l'université, on a le droit de raconter des histoires si on estime qu'elles nous permettent en tout cas de répondre aux questions qui nous préoccupent mieux que peut-être des questions académiques plus difficiles à partager ou en tout cas auxquelles nos approches classiques, qui ne sont pas inutiles par ailleurs, ne permettent pas tout à fait de répondre. Oui, sans parler même de partage des disciplines, moi j'ai simplement fait cette expérience comme lectrice, d'avoir l'impression de pouvoir essayer d'interroger le contemporain à partir de certains textes littéraires. C'est-à-dire que certains textes ont été si importants, de Sebald à Delillo, que... en relevant le nez du texte que j'étais en train de lire, je me posais de nouvelles questions que je ne me serais pas posées avant d'avoir lu ces textes-là. Donc il y a une espèce de triangulation après entre la lecture de textes littéraires, ma perception ou ma compréhension, et la lecture de textes de sciences humaines et sociales qui éclairent des choses et qui éclairent les enjeux. Mais je n'avais pas l'impression d'être dans un déplacement si grand que ça. Moi, ce qui me frappe, en tout cas, c'est qu'on a choisi des textes qui se ressemblent curieusement quand même, avec des paysages ruinés, avec des déchets, et qu'en même temps, ces trois livres ont bien peu de choses à voir, dans la manière dont ils sont écrits et dans le geste. Donc c'est peut-être une validation, en tout cas, des hasards qui ont formé cette bande, mais je trouve que ça résonne bizarrement, presque. Oui, c'est vrai. Vos textes se ressemblent et en même temps sont totalement dissemblables, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle ? Vous avez le droit. Comme on a des chercheurs de domaines très différents et que la question qui avait été posée tout à l'heure dans le public disait quel intérêt, quelle est la pertinence de cette collection maintenant ? Est-ce qu'il est arrivé dans le passé, en fonction de tous les champs que vous avez étudiés chacun, que soit aussi convergente et prégnante dans tous les champs, histoire des sciences, sociologie, littérature, la question de la situation présente, comme si elle s'imposait à tout le monde dans tous les champs, dans tous les métiers. Est-ce que c'est presque inédit ?
Alors, moi, j'aurais tendance à dire pas du tout. Toute situation de catastrophe appelle une espèce de grand élan dans la pensée qui traverse toutes les disciplines. Et là, on est dans un moment d'urgence, je pense qu'on ressent tous, et qui produit un élan dans toutes les disciplines et qui me semble caractéristique des grandes périodes de... Enfin, en tout cas... on n'est pas du tout les premiers à se poser les questions qu'on se pose, il me semble, ou en tout cas à être dans cet élan. Et d'ailleurs, pour répondre à la question que vous posiez tout à l'heure au directeur de collection, est-ce qu'on a besoin de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires ? Il me semble qu'un des points aussi qu'on essaye peut-être d'apporter, c'est aussi de documenter les récits qu'on a déjà et les questions qu'on partage et de peut-être... plutôt que de toujours se dire il nous manque des choses, on n'a pas assez d'imaginaire, et peut-être de se dire qu'au contraire on est dans une période de grande effervescence et on a à notre disposition tout un catalogue de tentatives, et cette collection d'ailleurs n'est pas seule dans son élan, me semble-t-il. Beaucoup de collections actuellement, où beaucoup de gens en sciences sociales, y compris ailleurs qu'en France, sont dans ce même effort, et c'est un effort qui ne va pas seulement vers l'avenir, mais qui, me semble-t-il, doit aussi documenter tout ce qui a déjà lieu et qui est profus. Bonsoir. Je me permets de vous poser une question qui m'est venue après la lecture de vos textes. J'ai trouvé que dans les trois, il y avait quelque chose qui revenait. C'était cette idée que le personnage était un guide, et que c'était quelqu'un qui amenait, plus particulièrement dans Stalker en fait, que c'était quelqu'un qui vous amenait vous à découvrir ces terres, et que vous y arriviez pas comme ça en arpenteur immédiatement. Et du coup ma question c'est, en écrivant ces livres, est-ce que cette posture de guide, vous la retrouvez vous ? Est-ce que vous faites l'intercesseur de ce guide que vous rencontrez dans un premier temps ? Ou est-ce que c'est quelque chose de plus humble ? Est-ce que c'est une autre posture ? Voilà. Je ne sais pas ce qui dans le texte que j'ai pu lire vous a donné. C'est peut-être juste parce que c'est un fragment, mais non. Il y a une première personne qui est assumée comme telle parce que ça me permet de travailler aussi cette première personne comme un personnage, et de faire aussi des incursions parfois dans la fiction ou dans des formes d'introspection. Mais ce serait un guide très, très égaré, donc qui invite à se perdre ou à arpenter de manière un peu songeuse. Et il n'y a pas en tout cas, il n'y a pas de flèche directionnelle ni de lieu où on est censé arriver. C'est vrai que pour moi, Stalker a été plutôt un modèle pour le type de méthode que je pouvais essayer de développer. C'est-à-dire que faire une enquête conceptuelle, c'est souvent soit en faire l'histoire d'un concept, son étymologie, soit au contraire faire une sorte de catalogue de ses différents usages. Et comme j'essayais plutôt de cartographier un problème, il me semblait que ma rencontre avec la zone était quand même au départ de ce film, et je me suis dit, mais quel est le seul expert de la zone que je connaissais, étant donné qu'il n'y a rien qui avait été écrit vraiment sur la zone, en fait c'est le personnage de Stalker dans la zone qui est la seule personne qui a développé une technique pour se déplacer dans la zone elle-même. Et donc c'est en m'inspirant de sa propre technique de déplacement que j'en suis venue à développer, moi, ma propre méthode que je pense comme une manière de zoner la zone, de donner à l'objet la méthode qui lui correspond. Et parfois, je dirais pas qu'il y a un guide, parce que c'est en fait, c'est très empirique. Et c'est pas comme si c'était un guide touristique, puisque en fait, il n'y a pas de manuel, disons.
Et c'est à chacun, chacune de lancer ses propres cailloux dans la zone. Et c'est-à-dire qu'en fait, moi, il y a plein de zones que j'ai pas pu explorer, que j'ai pas pu cartographier, mais je suis ravie, par exemple, que en fait, Raphaël et Lucie aient chacune exploré une zone très spécifique et produit énormément de documentation et de manières de s'orienter à l'intérieur de ces zones-là. Parce que pour moi, voilà, moi, c'était impossible de toute manière de faire quelque chose d'exhaustif. Moi, je pense que ce que j'ai essayé de faire, c'était de collecter beaucoup d'histoires et beaucoup de récits et de juste les donner à entendre en essayant, dans la mesure du possible, de suspendre un peu mon jugement et de pas trop, justement, de pas trop encadrer leur perception. Donc, même s'il y a une partie un petit peu, évidemment, de déconstruction des imaginaires et de déconstruction du storytelling, notamment américain, du désastre, etc., je pense que je voulais quand même qu'on puisse aborder chacune de ces histoires en ayant une forme de, je dirais pas d'empathie, mais en tout cas de pas être tout de suite justement dans cette posture de critique et de tirer à vue sur tous les récits, de plutôt permettre à chacun de se faire un peu sa propre idée et de pluraliser aussi justement les prophéties, de laisser ouvertes plein de possibilités. Donc après, évidemment, je pense qu'il y a des moments, je me suis... quand je me relis, je me dis ah, zut, j'ai encore laissé un petit adjectif critique. Bon, voilà, on se refait pas, mais quand même, il n'y avait pas cette idée de donner à entendre, mais quand même de laisser le lecteur un tout petit peu se faire sa propre idée. Ouais. D'autres questions, peut-être ? Oui. Je suis désolée. À un moment dans ton livre, Raphaël, tu demandes à un des personnes que tu interviews quelle est la question qu'on ne vous a jamais posée sur Datra que vous aimeriez qu'on vous pose. Donc j'aimerais te poser cette question-là. Et Lucie, en fait, du coup, j'aimerais bien savoir quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu aurais souhaité qu'on te pose. C'est cadeau. Si attendez, je crois. Il y en a une ? Ah, mais pas forcément. Je suis pas sûre. J'accueille les questions. Moi, je peux juste raconter. En fait, j'ai posé cette question au chief storyteller de Détroit, effectivement, parce que c'est quelqu'un à qui on posait tout le temps des questions et que je sentais chez lui une grande lassitude, en fait. Parce qu'il devait porter sur lui toutes les histoires de cette ville et les raconter toutes et répondre sans cesse comme ça de cette ville qui, dit-il, est saturée d'histoires. Et moi, je ne suis pas du tout blasée, on ne me pose pas très souvent des questions, donc je ne me suis jamais posé cette question-là, à vrai dire. Je n'ai pas cette fatigue. Merci à vous trois, en tout cas, et au directeur de la collection Terra Cognita. Donc, je vous encourage à découvrir ces titres, La mer intérieure, le livre de Raphaël Guidé, le prochain livre de Jeanne Ettelin sur les zones, qui promet. Et merci beaucoup à Frédéric pour l'animation de cette rencontre. Merci à notre régie technique également. Merci à vous tous. Juste une petite annonce. Si vous voulez, les livres des deux autrices qui sont déjà parus sont en vente à la librairie du Centre Pompidou qui ferme à 21h45. Donc vous avez le temps d'y aller. Et voilà, les autrices peuvent les signer également pour vous. Très bonne soirée. Wow.